Salut Catherine et Pablo. Salut Salut, Pierre. salut. Bon, on va pas revenir plus que nous l'avons déjà fait sur le site cette semaine sur la guerre russo-ukrainienne, même si on va évidemment parler de l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron, donc on va forcément parler de la situation en Ukraine. On parlera évidemment aussi de la décision étonnante de la primaire populaire de rejoindre la candidature de Jean-Luc Mélenchon et le mouvement de l'Union populaire. On reviendra un tout petit peu aussi peut-être sur les écologistes, puisqu'ils ont décidé d'exclure Sandrine Rousseau de la campagne de Yannick Jadot. Et puis peut-être on dira un dernier mot sur l'événement peut-être de la fin de journée avec le ralliement très probable à 17h de Marion Maréchal auprès d'Éric Zemmour. Alors peut-être d'abord un mot, comment vous avez… Emmanuel Macron a annoncé de manière très rapide, avec plusieurs petites séquences vidéo, l'entrée en campagne euh, présidentielle, même s'il l'avait fait la veille dans la presse quotidienne. Assez sobre, mais pouvait-il faire vraiment autrement? Pas tellement que c'était sobre, ça, sobre. On peut en effet penser que c'était normal qu'il n'en fasse pas des caisses. Sur le style, par contre, il n'y a rien dedans, quoi. Enfin, je veux dire, il faut vraiment lire entre les lignes pour voir des éléments quand même, des petits cailloux qu'il met sur son projet, son agenda pour le prochain quinquennat s'il est élu, mais c'est vraiment subliminal. C'est-à-dire que c'est aussi bien dans sa lettre que dans sa vidéo. Il n'y a pas grand-chose de son projet. Le seul, on dirait, qui est un petit peu explicite, c'est celui sur son projet sur la relance du nucléaire. Par contre, sur les retraites, il dit qu'il faudra travailler plus quotidiennement, hebdomadairement, sur le temps de la vie, combien, tout ça, c'est pas clair. En tout cas, il n'est plus question de réforme des retraites systémiques comme en 2017. Sur l'école, alors qu'on sait qu'il a le projet de remettre à plat le système d'éducation nationale, universelle, gratuit, etc., il ne l'évoque pas. Il ne dit rien de l'université, il dit juste qu'on va payer plus les profs et qu'ils vont avoir plus de liberté. Ouais. Est-ce qu'il articule l'un avec l'autre? Ça, c'est pas dit dans la chanson, mais on peut le subodorer. Et puis, l'autre chose, moi, qui me frappe, c'est qu'il a dévoilé hier son slogan de campagne, qui est « Avec vous ». On nous avait fait une espèce de teasing pour nous expliquer que ça serait le cœur de sa campagne, c'est-à-dire je veux gouverner avec vous, je veux avoir une relance démocratique, ce qui était déjà son projet de 2017. On a vu ce qu'il en a fait pendant son quinquennat. Et là, il n'y a pas un mot sur la démocratie dans sa lettre, encore moins dans sa vidéo qui ne dit mais strictement rien. Là, pour le coup, c'est vraiment juste une opération de com, c'est en fait une opération de charme. Oui, c'est communication. Dans la communication, tu peux te parler. Un meeting, c'est de la communication. Enfin, sur le plan stratégique, pardon, mais la vidéo, elle est quand même forte de sens. C'est-à-dire qu'il est le candidat. Le candidat. Il n'y en a pas d'autre. C'est le candidat. C'est Emmanuel Macron, le candidat. On est en guerre. Il n'y a pas d'autre option que Emmanuel le Macron, président, le candidat. Oui, je suis d'accord, mais je parle du contenu. Il y a alors absolument aucun élément de contenu dans la vidéo. Il y en a un tout petit peu en subliminal dans sa lettre, aucun dans sa vidéo et dans son affiche de campagne qui est le « Avec vous », qui est d'ailleurs un peu le site qu'il avait lancé pour préfigurer sa campagne. Là, le « Avec vous », c'est rien, quoi. Il n'y a aucun élément sur la relance démocratique et évidemment, ça supposerait un tout petit peu de mea culpa sur sa gestion extrêmement autoritaire et verticale du pouvoir, son mépris pour tous les corps intermédiaires, les syndicats, les associations, le Parlement, etc. etc. Bref, je trouve ça pas très bien. Ouais, juste genre par rapport à la sobriété, autant la lettre est sobre, autant la vidéo ne l'est pas. Enfin, et en plus, on sait que ça va être 12 épisodes, je crois, qui vont Un par semaine. va égrener, voilà, exactement. On a 5 semaines maintenant. Ouais, mais j'ai compris qu'il y en avait 12. Bon, peu importe. En tout cas, c'est une série, c'est tout sauf sobre. Enfin, je veux dire, on a l'impression d'être dans une série américaine. C'est carrément la musique. Il y a des gens sur Twitter qui ont rapproché cette musique de la musique de la série House of Cards sur le président des États-Unis d'Amérique. Enfin, donc, formellement, c'est assez étonnant. Bon, j'ai appris aussi que Jean-Luc Mélenchon avait lui-même déjà lancé une série puisqu'il a fait un tweet en disant que Emmanuel Macron n'était pas du tout inventif puisqu'il le copiait. C'était en 2012, déjà c'est fait vrai une qu'il avait série, fait sa voilà. série. Dès 2012, Mélenchon a fait une série aussi.
Exactement. Donc, Ça bon, s'appelait bref, En peu Marche. importe. Mais là où, pour poursuivre en fait le raisonnement de Catherine sur le fait qu'en fait il n'y a pas grand-chose de programmatique ou qui laisse esquisser en fait le projet qu'il pourrait avoir et le président qu'il pourrait être dans les 5 prochaines années, je pense que c'est parce que le cœur en fait de sa candidature, c'est sa stature actuelle en fait de président de la République. C'est la seule chose sur laquelle est assise aujourd'hui sa candidature. C'est-à-dire, Ça veut dire je quoi? Ça veut dire suis que tu veux dire, le tu penses président de qu'il la faut pas, République. il faut pas prendre de risques parce qu'il bénéficie de la stature qui est la sienne en chef de Il- guerre et que les Français ne peuvent plus suivre les Exactement. chefs de guerre? Il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Enfin, je veux dire, il est aujourd'hui entre 25 et même aujourd'hui, il est plutôt autour de 30% Il est à dans les 30,5 intentions de aujourd'hui vote dans le au sondage du premier. Monde. Voilà. Donc, autour de 30,5 dans les intentions de vote. Au deuxième tour, il écrase à peu près tout le monde. Et il bénéficie en plus de ce statut aujourd'hui de chef de guerre. Un statut, en fait, il y a pas mal de gens qui l'ont analysé en ce sens ces dernières semaines. Mais en fait, lorsqu'il y a un événement important, alors qu'il soit climatique, alors il parlait des ouragans, etc., les experts, que ce soit un événement social grave, par exemple des attentats ou quoi que ce soit, ou que ce soit une guerre, en fait, ça renforce le pouvoir exécutif en place. Ça crée une cohésion, une sorte d'unité nationale de facto en fait, autour de l'exécutif qui aujourd'hui sert Emmanuel Macron. Et nécessairement, dans quelques semaines, lors du premier tour de l'élection présidentielle, on sera encore dans cette guerre. Emmanuel Macron, qui, dans les sondages, est souvent jugé parmi les plus aptes, en fait, à tenir les rênes de la France dans le cadre de ce qui se passe en Ukraine. Il est toujours jugé très favorablement sur cette question. Il n'y a aucune raison en fait qu'il présente un programme. Enfin, Oui, c'est mais assez terrible à Patrick, dire démocratiquement, mais il n'y a aucune raison qu'il en présente un, il puisqu'il va, va être élu sur la base de ce qu'il a, de ce qu'il d'accord. a déjà fait et surtout de ce qu'il incarne déjà en tant que président. D'accord. Mais, oui, mais Ouais. Pablo, une fois qu'il est élu, il va falloir gouverner pendant 5 ans. Alors, s'il est élu sans avoir mis en débat son programme et s'il n'y a pas eu une controverse nationale sur les propositions qu'il fait, il n'aura pas de légitimité pour les mettre en œuvre. Donc, ça va quand même être un problème très, très sérieux pour la conduite du quinquennat à venir s'il est élu, qu'il n'y ait pas eu cette discussion autour de la présentation de son programme. La deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que il est entre 28 et 30% dans les sondages d'aujourd'hui. On verra ce qu'il en sera au moment d'élection. Je voulais rappeler que Nicolas Sarkozy et François Mitterrand, quand ils se présentent à l'issue de leur mandat, ont fait des résultats bien meilleurs et que ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire de constituer cette espèce de gros centre gauche, centre droit, bon, les ralliements de la semaine qui continuent avec le dernier en date, celui de Raffarin, montre que c'est ça qui est en train de se constituer, c'est-à-dire un gros pôle avec une gauche qui est un peu marginalisée autour de entre 25 et 30% et une droite extrémisée, parce que même Pécresse ne trouve plus sa place. On a deux grands pôles comme ça, deux pôles moyens, je dirais, un pôle gauche et un pôle extrême droite qui sont cornérisés. Il y aura une discussion ensuite sur l'extrême droite et sur la gauche, parce qu'elles-mêmes, elles ont des enjeux internes, alors ces deux pôles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils réunissent autour de 30%. Quand tu fais le rassemblement de tous ceux qui sont les compétents du monde actuel, bon, ça n'est pas terrible, hein, moi je trouve. Je veux dire, ça nous épate, vu les faibles scores des autres, par rapport évidemment à Hidalgo à 3% et Pécresse à 12%, c'est sûr que ça paraît Ouais. absolument faramineux. Mais en vérité, pour un président sortant qui, en plus, réunit, je dis encore une fois, toute l'aile sociale libérale et toute la droite libérale dans un même ensemble, je trouve ça pas si fort que ça, quoi. Bon, C'était on gagné verra. d'avance. Il a Ouais, réussi ce coup-là. Ce que il a je veux dire, réussi c'est que ça. c'était son projet politique et c'est pour ça que Bayrou le soutient en 2017. Là, il semble être en passe d'y parvenir, mais ça ne. Enfin, je veux dire, être autour de 30% avec un tel projet et à l'issue d'un mandat, c'est pas quelque chose d'inoubliable. Hein. Ça ne marquera pas les annales comme étant, s'il en reste là, hein, comme Bon, une élection de maréchal. on verra dans les prochaines semaines.
Non, Pablo n'est pas content, Non, il n'est d'accord. pas Non, content non, parce je que suis j'ai pas dit du qu'on tout arrêtait d'accord. là le sujet. C'est bon, sinon on n'aura pas le temps de traiter le reste. Mais parce que dans le reste, il y a quand même cette surprenante décision du conseil d'administration de la primaire populaire de C'est quoi le rejoindre. conseil d'administration de la Ah, je primaire sais pas, je sais populaire? pas. Peut-être pas Pablo qui a enquêté au milieu de la, Oh. de la primaire populaire, Non qui mais, en dire non, mais davantage. le conseil Mais, d'administration de la primaire populaire, attends, tu je vois finis déjà parce que le… tout le monde n'est pas forcément au courant. Donc, le conseil d'administration, les organisateurs de la primaire populaire qui sont réunis selon. Alors, ce conseil d'administration, ils le présentent comme étant quelque chose de pluraliste. En tout cas, ils ont voté pour le ralliement, ou en tout cas le soutien à l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. Alors même, et c'est là où on peut être tous surpris, c'est que le principe de la désignation de la primaire populaire, c'était un vote majoritaire avec des plus, des moins en fonction des candidats, et que Jean-Luc Mélenchon est arrivé troisième derrière Christiane Taubira qui vient de renoncer et Yannick Jadot. Donc tout le monde pouvait penser ou estimer que le second légitime à représenter la primaire populaire, c'était Yannick Jadot. Bref, ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. Les 400 000 personnes qui se sont inscrites n'ont pas été sollicitées, visiblement. Parce que c'est le conseil d'administration qui en a décidé ainsi. Ça va pas être. Non mais sérieux, ça s'appelle conseil d'administration? Oui, je crois que c'est conseil d'administration. Oh. Je Non vais mais te relire ça. ils n'arrêtent pas de dire tous les uns et les autres que c'est un gag, la primaire populaire, mais là franchement c'est un gag. Hein. Ça s'appelait ça une primaire populaire, hein. C'est quelque chose qui doit développer la citoyenneté, la participation de tous, s'appelait faire un conseil d'administration. Je pense qu'ils sont tombés sur la tête. Hein. Mais bon, passons sur le fond du sujet. Mais Je pense qu'il y a Non, quand même mais, une question avec les mots. Hein. Enfin, vraiment, ça ne va pas du tout. Quoi. non, Mais mais, allez, non, mais enfin, dans une certaine mesure, c'est le cœur du sujet. Parce que, genre, il y a 400 000 personnes, en fait, qui se sont inscrites à cette primaire populaire. Elles ont fait elles ont voté, enfin, elles ont participé d'une votation qui était un peu particulière à jugement majoritaire, comme tu l'as rappelé, Pierre. Et donc, il y a eu un résultat, des résultats qui ont été proclamés au point éphémère il y a maintenant quelques semaines. Et là, on apprend en fait qu'il y a un conseil d'administration qui change les règles. Enfin, je veux dire, sur une base démocratique qui est quand même très floue, puisqu'il y a quand même 400 000 personnes. Moi, par exemple, à titre personnel, j'ai participé à cette primaire populaire. Là, on ne m'a pas demandé, une fois que Christiane Taubira a abandonné, a jeté l'éponge, on ne m'a rien demandé. Donc, je trouve ça très étonnant, en fait. Et en plus de ça, dans leur communiqué et j'ai vu dans les prises de parole des porte-paroles de cette primaire populaire, ils ont continué de revendiquer les 400 000 participants à la primaire populaire. Ce qui est quand même très problématique dans la mesure où il n'y a aucune notion de démocratie interne et c'est un conseil d'administration dont on apprend, dont beaucoup apprennent l'existence, Ouais. qui prend ces décisions. Après, sur le fond, nous, on l'a déjà dit plusieurs fois dans le débrief et à regard. Je veux dire, c'était foutu. Enfin, c'était une blague d'avance, en fait. C'était un problème. Enfin, non, plutôt, c'était une impasse. Dès le début, cette histoire était une impasse parce que, d'une part, comme on l'a répété, on ne résout pas des problèmes politiques par le truchement uniquement d'une plateforme numérique. Il faut de l'huile de coude, il faut réfléchir, il faut inventer des convergences dans le cadre d'un conflit apaisé. Ce n'est pas juste une votation de 400 000 personnes qui va résoudre le problème. Et d'autre part, le problème en fait des rapports de force entre aujourd'hui des différentes forces de gauche, à mon sens, il faut trouver en fait des endroits où ça discute. Or, dans cette primaire populaire, il n'y a jamais eu en fait de véritables discussions, de véritables débats. Tout à l'heure, on disait c'est pas possible, Macron il va se présenter, il n'y aura pas eu de débat démocratique sur son projet. Là, c'est pareil en fait. Ils font des choix, mais il n'y a jamais aucun débat démocratique, aucune conflictualité. Donc, Ouais. Oui, moi, ça m'a pas. Enfin, franchement, en conseil d'administration, une décision de la primaire populaire, je trouve ça absolument grotesque et risible. Ceci étant, à part ça, pour moi, il n'y avait aucune légitimité supérieure à prendre Yannick Jadot en seconde position. Je ne sais pas s'ils avaient une légitimité à prendre une position. Ça, ils avaient prévenu déjà. Ils avaient dit de toute façon, si Christiane Taubira devait renoncer, ce ne sera pas Yannick Jadot parce qu'il est arrivé second qu'il sera désigné. Oui, mais ils avaient décidé, Ils ils auraient avaient dû pris Mais le démarrer. problème, c'est le qu'ils conseil d'administration. Ouais, non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que ce groupe n'a aucune légitimité reconnue par qui que ce soit, par eux-mêmes. Donc, ils peuvent s'appeler par leur nom, ils font une tribune et ils signent de leur nom personnel. Je veux dire, ça, ils ont tout à fait le droit. Mais ils peuvent même dire qu'ils ont été les organisateurs de la primaire populaire. Mais enfin, se nommer d'un nom conseil d'administration, d'abord, ça montre bien la gangrène social-libérale là-dedans. Mais bon, passons. Ce que je veux dire par là, c'est que
en fait, je pense que ça nous renvoie à une dynamique un peu plus large. C'est que l'objectif de la primaire populaire, c'était de dégager un candidat unique de la gauche. Bon, moi, je n'ai cessé de dire depuis le mois de septembre qu'un candidat unique de la gauche ne pouvait venir, comme vient de le rappeler Pablo, que d'une bataille politique qui fait qu'un candidat se dégage. Or, le candidat qui est en train de se dégager, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je pense que la primaire populaire, le fait que les administrateurs du conseil d'administration de la primaire populaire le déclarent, n'y ajoute strictement rien au fait qu'aujourd'hui, s'il y a un candidat qui rassemble potentiellement, alors là, c'est le potentiellement qu'on va, je vais dire un mot sur le potentiellement, mais en tout cas, s'il y en a un qui est susceptible d'être le représentant de la gauche au second tour et de rassembler la gauche dans sa diversité, c'est Jean-Luc Mélenchon. À l'évidence, ce n'est plus Yannick Jadot, ce n'est plus Anne Hidalgo et ça n'a jamais été Fabien Roussel par ailleurs. Donc, il y a la question donc, de Jean-Luc Mélenchon du vote utile ou efficace. Alors, donc, ce vote utile ou efficace, je ne sais pas si tu avais l'intention qu'on fasse un point là-dessus, mais moi, j'embraye parce qu'en fait, pour moi, c'est la logique que d'une certaine manière, les gens qui voulaient un candidat unique de la gauche se tournent vers Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui dans la mesure où ça sera lui ou il n'y en aura pas. Ça sera lui ou il n'y aura pas de représentant de la gauche au second tour. Ce n'est pas parce qu'on décidera de le faire qu'il y aura, parce que je pense qu'à droite, quand même, ils vont se battre et ils ne sont pas complètement neuneux. Je veux dire, ils ne vont pas se laisser non plus, alors qu'ils sont si forts, hein, ils vont autour de 40-45%, ils ne vont pas se laisser forcément, sans se battre, se faire ravir la seconde place de l'élection présidentielle. Donc, les dynamiques à gauche peuvent aussi être des dynamiques à droite. Et j'ouvre encore une parenthèse qui pose un problème. Ça veut dire qu'on commence à raisonner comme la droite. Et dans la droite, on y met Pécresse, Zemmour, Le Pen, ce qui est une victoire politique déjà de Zemmour. C'est-à-dire que le fait que l'électorat de droite se dise on va quand même se battre pour que ce soit nous face à Macron et pas Jean-Luc Mélenchon. Je reviens à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon est le seul susceptible de représenter la gauche au second tour, ce qui donc nous révèle de façon explicite qu'il est donc un candidat de gauche, ce que beaucoup savent, mais ce que lui et le groupe autour de lui a refusé de reconnaître, de dire et d'admettre. Il y a longtemps quand même, non j'ai le sentiment quand même qu'ils ont fait leur mue sur la question de on est de gauche il y a un petit moment. Leur mue, c'est il y a 15 jours, 3 semaines. Alors, c'est sûr qu'à l'orée du rythme où ça va, c'est rapide, mais je veux dire, c'est le gauche, entre guillemets, avec un haut circonflexe prononcé par des chefs de l'AFI, t'en as encore dans des tweets, etc., il y a 15 jours, 3 semaines. Maintenant, ils sont de gauche, GAUCHE, sans ironie. Donc ça, c'est super. J'en suis contente, mais moi, je me souviens du discours qu'on avait eu. C'est-à-dire que même pour construire un récit, si on ne s'inscrit pas dans la gauche, c'est quand même compliqué d'avoir un récit sur le temps long. Donc, le problème de l'inscription dans la gauche a fait défaut, à mon avis, à la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut que Jean-Luc Mélenchon n'en tire pas l'argument que c'est sa ligne qui a gagné sur… Enfin, c'est sa ligne qui est première. Ça, c'est certain, et notamment ses compétences, ses qualités oratoires, dynamique politique, d'entraînement. Mais il faut absolument que Jean-Luc Mélenchon dise que la gauche, sans ironie, elle est plurielle et qu'il veut rassembler cette diversité dans la reconnaissance, la place pour tous. Chacun peut avoir sa chambre. Mais justement, c'est tout le sujet de… On voit bien ce que tu disais, Catherine, les militants commencent à expliquer que Jean-Luc Mélenchon est le seul à pouvoir accéder au second tour. En plus, le sondage d'Ipsos Steria montre que il y a une marge de 1,5 quand Marine Le Pen étant à 16, il y a une marge de 1,4, donc elle pourrait effectivement possiblement passer au second tour selon certains sondages. Mais la difficulté à laquelle il est confronté, c'est ce second tour justement. Il a beau dire au second tour, je rassemblerai très largement les différentes sensibilités de la gauche. Non, il faut qu'il rassemble le premier tour. Mais oui, pour aller au second tour, il faut
déjà qu'au premier tour, ils rassemblent. Mais ça veut dire quoi, c'est déjà la première ça veut dire quoi question. rassembler au premier tour? Ça veut dire demander à Anne Hidalgo, demander à Yannick Jadot, Non, 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 c'est pas demander à Anne Hidalgo. à Mais Fabien non, Roussel de se retirer pour opter sur sa mais campagne? non, ça ne se fera Bah, pas. C'est explique-nous. l'espèce d'illusion de la primaire populaire depuis le départ. Bah, alors Mais explique-nous, ça non, veut dire quoi personne. rassembler au premier tour? Mais ça veut dire avoir un discours qui nous parle aux uns et aux autres sans nous brutaliser. Ça ne veut pas dire renoncer à être ce qu'il est, mais ça veut dire voilà ce que moi je pense, mais si vous pensez différemment de moi, on peut en discuter, on peut éventuellement trouver des points d'accord, on peut passer des compromis, et en tout cas, je ne vous insulte pas dans votre diversité. C'est ça que ça veut dire rassembler. C'est évidemment pas C'est une ce qu'il a question… fait avec les communistes sur la question du nucléaire, par exemple. Il a dit on est d'accord à peu près sur tout. À peu près. Sur le nucléaire, il dit bon, il y a un désaccord, on fera un référendum. Exactement. Ce qui est différent de la façon dont il l'avait pris au départ, quand il ironisait en disant bon, bah, si vous êtes pour le nucléaire, vous nous laissez votre adresse, on vous préviendra en cas d'accident. C'était une manière de se moquer de gens qui étaient pour le nucléaire. Il n'y a pas lieu de se moquer, c'est une vraie question. Donc, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas se moquer, il ne faut pas mépriser, ironiser, il faut considérer que dans notre espace de la gauche, Jean-Luc Mélenchon n'a pas réponse absolument à tous les sujets. Il y a même des sujets sur lesquels il n'a pas de réponse et qu'il fasse droit aux uns et aux autres. Et encore une fois, ce n'est pas une question de candidat. Ce n'est pas un appel à Jadot, à Roussel ou à Hidalgo. Ça, c'est bullshit. Ça, c'était l'illusion de la primaire populaire. Non, c'est une question de rassembler les électeurs, les gens qui se reconnaissent dans la gauche. Pablo, tu veux dire un mot? Ouais, je veux dire un mot parce que, en fait, à vous écouter là, tous les deux, je me dis que vraiment, si jamais Jean-Luc Mélenchon arrive, je ne vois pas en fait sur la base de votre discussion et de vos arguments là, comment Jean-Luc Mélenchon pourrait arriver au deuxième tour, parce que c'est vraiment un truc de loser, c'est-à-dire que c'est vraiment sauf qui peut, il ne va pas y avoir de candidat de gauche au deuxième tour, et c'est la raison pour laquelle il faudrait aller voter pour le candidat qui est le plus haut dans les sondages, c'est-à-dire que toutes les autres considérations en fait qui pourraient faire, un vote. Mais non, mais c'est vrai que je trouve ça très problématique. C'est-à-dire, on part en fait d'une potentielle défaite, mais d'un potentiel revers électoral absolument monstrueux qui complètement ferait disparaître la gauche peut-être pour plusieurs années. Et c'est ça en fait qui devrait susciter un élan vers le vote utile Jean-Luc Mélenchon. Je trouve ça excessivement problématique. Ça, c'était la première chose. Le total voix de la gauche n'est plus si éloigné que ça aujourd'hui de 2017. Le total voix de la ce qui gauche, était vrai en 2017. non, mais si tu parles des sondages… C'était très bas, Pierre, en 2017. Oui, c'est pour ça que c'est pas… Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas inédit dans cette campagne électorale. Non, mais attends, il y a une deuxième chose, à mon avis, qui est importante. C'est que là, en fait, on ne fait que se baser sur des sondages. Moi, je veux bien qu'on se base sur les sondages, mais dans ces cas-là, regardons aussi les sondages au deuxième tour. Et tu l'as rappelé, Pierre. C'est ça que j'allais dire quand Catherine Jean-Luc Mélenchon, il se fait balayer, mais il est en dessous pratiquement de Marine Le Pen, je crois. Je veux dire, si Marine Le Pen est au deuxième tour… Bien sûr, c'est Marine Le Pen qui fait le mieux. Il fait le mieux. Donc, de toutes les façons, qu'on prenne en considération, si on prend en considération les sondages pour se dire, ah bon, on va voter utile, on va voter Jean-Luc Mélenchon, il faut aussi prendre en considération les sondages de second tour. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est la Bérésina. Donc, je ne pense pas que si on veut faire voter les gens pour un candidat de gauche, je ne crois pas qu'il faille le faire en fait sur la base du vote utile et sur la base genre peut-être que Jean-Luc Mélenchon va arriver au deuxième tour. Il faut le faire sur la base d'arguments à mon avis politiques qui sont sur la base du projet en fait de chacun des candidats. Il n'y a que comme ça qu'on pourra rebouger la gauche. Sinon, moi je suis pas d'accord avec c'est une campagne de loser. Moi, je suis pas d'accord avec. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je pense pas que c'est un truc de loser. Je pense que les électeurs, ils sont quand même ultra conscients de la situation. C'est pas la peine de leur raconter de la flûte. Tout le monde a conscience de l'extrême faiblesse de la gauche. Ce qui, d'ailleurs, à propos de historiquement bas, c'est qu'en fait, on arrive au terme d'un mandat d'Emmanuel Macron où la gauche est affaiblie encore. C'est-à-dire après François Hollande, la gauche est affaiblie. Après Emmanuel Macron, la gauche est encore affaiblie. C'est que quand je dis qu'il faut que Jean-Luc Mélenchon, il est à la fois en tête et que c'est donc lui qui peut porter la gauche au second tour. Et je veux dire pourquoi c'est important. Mais c'est aussi de reconnaître qu'on a devant nous
un travail de reconstruction de la gauche. C'est-à-dire, c'est pas la France insoumise qui a les clés de l'avenir de la France, Mais ça, de la gauche. tu le vois dire ça, Jean-Luc Ben, Mélenchon, je ou ne vois Fabien pas. Roussel ou Yannick Jadot, personne n'en parle de la reconstruction de la gauche. Donc on va Non, mais moi, repartir en 2022 non, exactement mais ça ne comme se en dit pas dans ces 2017. termes-là, Pablo. Pablo, on ne dit pas dans ces termes. Aujourd'hui, qui va parler de la reconstruction de la gauche aujourd'hui? Ce n'est pas le sujet. Là, on est Il dans n'y a l'élection. aucune perspective, il y a Non. aucune perspective de Alors, reconstruction de moi, la gauche, aucune. moi, ce que je trouve, et ça fait partie aussi de mes tototes, c'est que moi, ce que je pense qui manque dans le discours de Jean-Luc Mélenchon et de l'AFI, c'est la société, les citoyens, nous. C'est-à-dire, nous sommes une force qui peut reconstruire la gauche, réinventer la politique, réinventer le projet. Il y a des éléments, il y a des Avec bouts vous là. Non, mais il y a des éléments un peu partout, chez les intellectuels, dans les forces militantes, associatives, syndicales, politiques, etc., chez les citoyens, chez les gens qui sont engagés dans leur travail. C'est nous qui pouvons. Et moi, ce que je trouve, c'est que si Jean-Luc voulait bien parler de nous, l'autre, il a fait son affiche avec vous, alors qu'il n'en fera rien, Macron, alors que ce qui est l'avenir de la gauche et l'avenir de toute victoire politique, c'est avec nous. Et que Jean-Luc Mélenchon doit faire avec nous. Et que s'il porte ce projet-là, c'est-à-dire ce projet de avec vous dans votre diversité. Moi, je suis Jean-Luc Mélenchon, je pense ça. Il y a des gens autour de moi que j'ai rassemblés autour du programme de la France Insoumise qui s'appelle l'Avenir en commun et on pense ça. Mais nous, on veut aller tous ensemble et on veut gagner et on veut reconstruire un projet pour le 21e siècle. Mélenchon, il a quand même posé des questions nouvelles. C'est lui qui parle de l'espace. On voit bien que l'enjeu que cela constitue, il ouvre un chemin en disant voilà des nouvelles questions qui émergent. Je pense qu'il n'a pas apporté la réponse. Il dit il faut reconstruire un ordre international. Il ne dit pas lequel. Il ne dit pas comment on va faire. Il va falloir qu'on se creuse la tête pour le faire. Il va falloir qu'on crée des rapports de force. Donc c'est avec vous, avec nous, que ça peut se faire. Et c'est ça qui est important. Dans le fait qu'il aille au second tour, pourquoi ce n'est pas la même chose si on a un second tour Macron-Le Pen ou Macron-Mélenchon? C'est que d'un seul coup, l'alternative qui est discutée n'est pas la même. Je veux dire, on se retrouve à avoir, je ne crois Pendant pas, 2 semaines. je ne crois pas compte tenu de l'état de la gauche que Pendant Mélenchon 2 semaines. l'emporter, il peut être au second tour et ça peut constituer un élément de force dans la dynamique à Pendant 2 venir. semaines. Ok. Un mot très rapide, l'un et l'autre, 30 secondes sur ce qu'ont fait les écologistes. Yannick Jadot a décidé de se débarrasser de sa présidente du conseil politique, Sandrine Rousseau. En un mot, Pablo, c'est quoi? Ça va de soi. Je veux dire, ils sont pas sur la même ligne. Elle ne fait que tirer dans les pattes de Jadot, donc c'était plus possible. Ouais, moi, ce que je remarque quand même, c'est qu'il y en a d'autres en fait qui ont fait des choses pas très. Il y a plusieurs autres personnes cadre d'Europe Écologie Les Verts qui ont eu des mots assez verts à l'égard de la candidature de Yannick Jadot, Elle est toujours présidente ces du dernières conseil semaines, hein. politique. Oui, d'accord, mais Mounir, le directeur de la campagne, par exemple, il a été accusé d'avoir essayé de soudoyer la primaire populaire en donnant 150 000 euros. Mais alors, par contre, ça passe crème, hein. Ça, on n'en parle pas. Il y en a d'autres hein, dans le On peut conseil imaginer que politique s'il l'a aussi. fait, il ne l'a pas fait tout seul. Je m'en fous, enfin, c'est quand même Bah un oui, énorme parce que je veux dire, problème. c'est qu'il n'y a pas un Genre, désaccord non, mais avec Yannick. Il y a pas un désaccord avec Yannick Jadot, c'est ça que je veux te dire. non, mais il y en a d'autres hein, qui ont exprimé leur désaccord en disant, dans le conseil politique, hein, en disant c'est vrai que cette campagne, elle ne démarre pas Et vraiment, alors, c'est vrai qu'il est un peu mou, etc. Et ben, ils n'ont pas été lourdés. Ils ont choisi Sandrine Rousseau parce que, genre, vraisemblablement, et c'est vrai qu'elle n'était pas exactement sur la même ligne, peut-être qu'elle est allée un cran trop loin, etc. Mais je remarque quand même qu'il y a 2 poids, 2 mesures à Europe Écologie Les Verts lorsqu'il s'agit de Sandrine Rousseau, qui était une personne très exposée médiatiquement, sûrement plus en fait que les autres qui avaient pu avoir des mots un peu déplacés à l'égard de la campagne de Yannick Jadot. Mais en vérité, c'est Catherine, aussi une clarification politique. C'est oui, maintenant la c'était ça ma possibilité question, c'est pour une Sandrine clarification Rousseau politique. en fait, d'avoir Mais les qu'est-ce coups de qu'elle va franche faire? pour Qu'est-ce pouvoir qu'elle va lancer quelque faire? chose de nouveau. Elle est toujours membre d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle peut rester? Qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Elle est un peu moi, seule. je sais pas si c'est une clarification politique. Le fait que Sandrine Rousseau ait des désaccords avec la conduite de la campagne, ça ne me pose strictement aucun problème. Et d'ailleurs, ce que je pense, c'est que c'est bien normal. Quand on est dans une campagne électorale, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des désaccords, surtout quand c'est difficile. Donc, le problème, c'est que Sandrine Rousseau n'a pas simplement exprimé dans le cadre du conseil politique et dans le cadre de ELV, elle les a mis sur la place publique et elle a tapé sur son candidat. C'est ça qui lui est reproché. C'est pas d'avoir un désaccord, c'est d'avoir dégommé Yannick Jadot, la campagne, etc. Et Sandrine Rousseau, ben moi je trouve que depuis qu'elle a perdu la primaire, elle est intéressée par
porter, elle, sa ligne à elle. Moi, je pense que Yannick Jadot doit faire de la place à sa ligne à elle, c'est-à-dire notamment l'écoféminisme qu'elle a porté, mais ce n'est pas elle qui l'a gagné, et c'est ça qui est compliqué. C'est que dans une primaire, il y avait, ce qui était intéressant chez ELV, c'est qu'il y avait des lignes différentes, mais il y en a un qui a gagné. Ou alors on ne fait pas de primaire et on dit il y a 4 candidats écologistes parce que c'est ça la démocratie. Mais moi, je trouve que Bateau, par exemple, se comporte de façon beaucoup plus correcte. Moi, je trouve que la loyauté, il y a quand même un truc qui ne va pas, quoi. Un peu de loyauté. En politique, je trouve que ça fait pas de mal. Quand on est la présidente quand on est quand on arrive seconde d'une primaire et qu'on est la présidente du conseil politique, on peut pas aller dégomment comme ça le candidat qu'on est supposé soutenir. Allez, un jouable. dernier mot en parlant de loyauté, puisqu'aujourd'hui, Marion Maréchal devrait rejoindre Éric Zemmour lors d'un meeting à Toulon. Zemmour n'était pas très en forme dans les sondages. La semaine prochaine, il devrait faire un débat aussi face à Valérie Pécresse sur TF1. Ça peut changer la donne, véritablement, Marion Maréchal qui rejoint Zemmour, ou est-ce qu'on peut imaginer que déjà Zemmour, il a été rejoint par les plus radicaux, par tous ceux qui suivent un peu la ligne de Marion Maréchal? Mais c'est surtout la ligne de Marion Maréchal, c'est surtout la ligne de la réunion des deux droites. Hein. Ça continue, en fait, ça prolonge en fait cette thèse en fait qui est portée par Éric Zemmour et par Marion Maréchal de la réunion de l'extrême droite et de la droite de la droite, on va dire la droite des LR. Après, savoir si moi je suis pas sûr que les ralliements divers et variés changent quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'était un sondeur qui le disait très bien la semaine dernière sur Public Sénat. Il disait en fait, nous, quand il y a des ralliements, même si ce sont des poids lourds, ce n'est jamais genre, une raison pour un citoyen de voter pour un candidat plutôt que pour un autre. Après, ça rejoint aussi ce qu'on a déjà dit dans des débriefs précédents, c'est-à-dire que l'objectif de la candidature actuellement d'Éric Zemmour, c'est de mettre Marion Maréchal sur orbite pour la prochaine présidentielle, pour 2027, commencer à installer en fait le corps en fait de son projet pour 2027-2032, à savoir réunir la grande famille des deux droites. Moi, je pense que les ralliements, ce n'est pas en soi, les citoyens ne sont pas des fans, donc on ne suit pas, on se fait une opinion en fonction de ce que l'on comprend, et dans ce que l'on comprend, il y a les dynamiques. Quand Raffarin rejoint Emmanuel Macron, je ne pense pas que c'est pas parce qu'il y a un fan club Raffarin, mais c'est un signal politique. Quand, comment elle s'appelle, Ségolène Royal apporte son soutien à Jean-Luc Mélenchon, je pense que le fan club de Ségolène Royal est très réduit désormais, mais ça donne un signal, c'est-à-dire que c'est le signal d'une surface, d'un périmètre de candidature. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas du tout sans importance, et que évidemment Marion Maréchal, en rejoignant Éric Zemmour, elle emporte avec elle un bout de la légitimité de la famille Le Pen, et donc on sait ce qu'il en est. Et puis, encore une fois, je pense que Zemmour ne peut pas être président de la République. Je pense que ça, l'affaire est tout à fait entendue. D'ailleurs, l'extrême droite ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Mais même si c'est Marine Le Pen, d'après les sondages, qui est la plus haute, elle est la plus haute parce qu'elle a bien raboté sur tous les aspects qui étaient les plus choquants pour les Français. Moi, ce que je trouve, c'est que le décrochage de Zemmour montre à quel point Zemmour est, comment dire, un idéologue brutasse, quoi. C'est pas un politique. Je veux dire, aller raconter qu'il faut pas accueillir les Ukrainiens en ce moment, il faut quand même être très 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 con, quoi. Hein. Ça le rend d'une dureté et d'une inhumanité qui les gens ne peuvent pas se reconnaître dans un personnage comme ça. Alors le ralliement de Marion, je pense que ça devrait donner un petit quelque chose pour essayer de remonter le trou d'air. Mais de toute façon, pour moi, je pense que maintenant, la messe est dite. À l'extrême droite, c'est Marine Le Pen qui va gagner. Mais la différence avec les autres fois, c'est que les autres fois, toutes les dissidences ont été battues et archi-battues. Cette fois-ci, Zemmour n'est pas battu et archi-battu. Même, je pense même qu'il tend à gagner la bataille politique de la réunion des deux droites, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il ne gagnera pas face à Marine Le Pen, mais ce courant-là se retrouve très présent, installé,
de manière transpartisane à la droite d'Emmanuel Macron. Tout à fait, juste. Allez, on termine. Vous avez des coups de cœur, Pablo? Un coup de cœur? Ouais, moi, un coup de cœur. J'ai revu hier soir le film de Tarkovsky, d'Andrei Tarkovsky, qui date du début des années 80 ou fin des années 70, Stalker. J'invite tout le monde à voir ce film parce que c'est un film qui se passe dans la zone. C'est dans un futur un peu lointain. Ça se déroule dans une centrale nucléaire désaffectée. Donc, on imagine qu'il y a eu sur Terre une explosion nucléaire. C'est un film qui est vraiment d'une beauté incroyable. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que pendant tout le film, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un espèce de narrateur qui fait une proposition, genre de récit, mais on ne sait pas si c'est vrai. Les différents protagonistes discutent. Et je trouve que ça résonne bien, en fait, avec ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, les peurs, en fait, qu'on a aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine et la potentialité de l'attaque, d'une attaque nucléaire. Bon, c'est un peu flippant, en fait, de regarder ça dans ce moment, mais ce n'est pas inintéressant. Catherine? Moi, j'ai trouvé formidable la série de 2 fois 3 heures sur Ah, Arte, sur l'histoire de l'Algérie. Tu avais le même? ah non, 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 Ça non, aussi- non. Je Non, croyais qu'elle non, allait c'est dire pas autre chose. ça. Non, moi, j'ai trouvé ça absolument formidable. C'est un mélange d'images d'archives, de témoignages d'aujourd'hui, de gens qui parlent d'un film qui nous raconte l'Algérie entre 45 et 62 dans toutes ses composantes, c'est-à-dire à la fois politique, militaire, de lutte pour l'indépendance, mais aussi dans la vie quotidienne des uns et des autres. Franchement, c'est absolument superbe. Eh ben, on va rester sur Arte, parce que moi, mon coup de cœur, c'est celui que tu m'avais déjà suggéré de regarder, Catherine. C'est le documentaire sur Poutine. Poutine, le retour de l'ours dans la danse. C'est accessible sur le site d'Arte. Je lisais tout à l'heure, là, dans le JDD, un papier qui s'interrogeait à savoir si Poutine était fou. C'était un psychologue qui répondait à cette question. En fait, véritablement, Poutine n'est pas fou. C'est sans doute l'un des plus grands géostratèges de ce moment, de ce monde contemporain. Vraiment, c'est vraiment passionnant. Et puis, il y a deux autres petites séries après pour expliquer la guerre au Donbass qui sont assez bien faites aussi. On comprend énormément de choses. Ça s'appelle Poutine, le retour dans la danse. Le retour de l'ours dans la danse. C'est sur Arte. Salut, Bon, bon aux dimanche. écrans alors. Comment? Aux Sur nos écrans, ouais. écrans. Alors aux qu'il fait écrans. beau aujourd'hui. Ouais. Oui. Ce soir. Allez, bon Allez, dimanche. ciao, ciao. Ciao, à demain.